Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Alors, épisode encore une fois avec un invité et comme d'habitude avec moi Arnaud. Arnaud, comment ça va ce soir ? Ça va très bien, merci Paul-Adrien. Et donc avec nous pour parler amélioration continue, Jonathan, comment ça va ? Très bien. Eh bien super. Donc avec Jonathan, on va parler d'amélioration continue, on va parler d'industrie pharmaceutique et peut-être d'autres industries, qui sait. Et comme d'habitude, je vous propose, si vous avez rien d'autre à ajouter, de commencer par la news. Allez, la news. Et bien c'est parti. Alors, est-ce que vous saviez que Bayer a signé le 29 juin dernier un contrat de collaboration avec Ramo de l'université de Tel Aviv ? Pas du tout. Non. Alors, c'est quasiment impossible si vous n'avez pas entendu parler que vous deviniez, mais ils ont passé un contrat avec cette branche de l'université pour développer et valider un modèle in vitro de screening pour la cardiotoxicité en utilisant des tissus humains imprimés en 3D. Et donc, en effet, le professeur Dvir, il commence à réaliser des cœurs, les premiers cœurs imprimés en 3D qui fonctionnent plus ou moins. Et du coup, il estime que d'ici 10 à 15 ans, il réussira à imprimer des cœurs totalement fonctionnels pour pouvoir implémenter à des patients, risquer ainsi de diminuer les risques de rejet et de diminuer les besoins en donneurs. Donc pour le moment, sa technologie, elle a déjà trouvé une application justement pour faire des tests in vitro ultra performants pour la toxicité. Donc je trouvais que c'était assez intéressant, mais Ramo ne fait pas que ça. Ils ont fait un partenariat avec Matricel, qui est une entreprise qui fait des moelles épinières. Donc en fait, leur but, c'est d'aider les personnes paralysées et le premier essai clinique est prévu sur 2022. Donc 2022, ils fabriquent des morceaux de moelle épinière pour réimplémenter à des personnes dont la moelle épinière est brisée. Je trouve que c'est une innovation technologique assez incroyable. Et Bayer n'est pas le seul à s'intéresser à l'impression 3D, parce qu'en effet, j'ai fait, maintenant je suis abonné, un autre webinaire de la semaine dernière de Merck qui nous ont parlé pendant 90 minutes à moi et à 600 personnes quasiment de l'avenir de l'impression 3D dans la médecine. Alors ça allait de l'implant dentaire qui est déjà largement utilisé. Donc apparemment si vous êtes déjà passé chez le dentiste, il y a de grandes chances que vous ayez déjà un implant dentaire imprimé en 3D. Des organes imprimés en 3D, où là c'est pareil, hein, ils ont une espèce de matrice et ils impriment du collagène et puis après ils viennent fixer des cellules avec des organes, etc. Donc c'est assez fort. Et les comprimés imprimés en 3D, où là il y avait un type de chez Merck qui était spécialisé dans la technologie d'impression 3D de comprimés. Donc c'était hyper intéressant, et quand on y réfléchit, le rapport avec le dernier webinaire que j'ai fait sur la viande artificielle, c'est un peu le même principe. Ils font une espèce de matrice où ils viennent après mettre les cellules fonctionnelles dedans. Et c'est après la même technologie de différenciation, etc. Donc tout au final, c'est assez cohérent, je trouve. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'impression 3D dans l'industrie ? Oui. Donc moi non, personnellement, pas vraiment. Et toi, Jonathan, ouais, t'as déjà entendu parler de l'impro ? Dans quel contexte ? Je sais qu'il y a des médicaments je savais qu'il y avait des médicaments qui étaient imprimés en 3D. Je sais que c'est aussi beaucoup utilisé. Moi, j'utilisais dans l'automobile fut un temps pour faire certaines pièces spécifiques. Ah oui. Et ils l'utilisent maintenant aussi pour faire des maisons. On imprime des maisons en 3D maintenant. L'imprimante 3D doit être assez grosse. C'est une grosse imprimante 3D, ouais, tout à fait. Mais ça imprime des maisons en 3D directement. J'ai vu, ils veulent s'en servir pour faire des bases sur Mars, non ? Ça, je sais pas par contre. Donc ils enverraient, c'est pas bête en plus, hein, ils t'envoient l'imprimante 3D en pièces détachées qui se montent un peu là-bas, et puis après avec les trucs que tu trouverais sur place, puis 2-3 trucs que tu as emmenés dans ta fusée, tu refais des trucs fonctionnels assez rapidement, quoi. Au final, c'est pas bête. Intéressant tout ça, l'impression 3D, c'est un peu l'avenir de l'industrie pharmaceutique alors. Non, après, il disait que par contre, pour les comprimés, c'était vraiment plus lent. C'est-à-dire que oui, quand tu vois la vitesse d'une presse, ouais. Ça sort 1 million assez rapidement, tandis que l'impression 3D, par contre, tu peux faire des polycomprimés, c'est-à-dire avec plusieurs couches, avec différents principes actifs assez facilement. Les formulations sont beaucoup plus simples.
Donc il y a quelques avantages pour les trucs spécifiques et assez compliqués à faire qui étaient pas bêtes, quoi. D'accord. Et pareil, les dosages adaptés aux patients, comme tu disais. Ouais, il y a un autre point qui peut être super positif, c'est aussi pouvoir adapter le dosage avec du coup une gélule qui pourrait être de taille similaire et la plus digeste qui soit, on va dire, pour le côté patient, et d'adapter le dosage directement en production en pharmacie, quoi. Et aussi la quantité, plutôt que jeter, bon ben ça pourrait aussi limiter le gaspillage de ce côté-là, quoi. C'est vrai que c'est un bon point. Tu produis exactement le comprimé qu'il faut, adapté à la physiologie du patient en quantité qu'il faut directement. C'est pas mal, ça. Après, d'un point de vue industriel, l'impression 3D, ça peut aussi servir en maintenance des équipements. Tu sais, quand tu dois changer une pièce, que tu l'as jamais en stock, tu dois faire un changement à l'identique, des choses comme ça peut être intéressant pour ça aussi. Exactement, ouais. Enfin voilà, je voulais vous parler un petit peu de mes tribulations à travers les différents webinaires de l'Internet. Donc, si vous n'avez pas beaucoup plus de... Non, mais c'était intéressant, comme d'hab. Franchement, une bonne news encore une fois et très intéressante. Eh bien, du coup, je vous propose de passer au plat de résistance, l'interview de Jonathan, responsable amélioration continue dans un grand groupe pharmaceutique. Allez, c'est parti. Alors Jonathan, merci d'abord d'avoir sauté le pas de venir dans notre podcast. Donc, ce que je te propose pour commencer, tout simplement, c'est de te présenter rapidement et puis on va partir d'ici, si ça te va. Ça me va. Peut-être dire qu'en fait, comme on est en situation Covid, on le fait à distance et que de temps en temps, on a la technologie qui pourrait être capricieuse. Mais sinon, pour me présenter, écoute, je suis papa avec 2 enfants et marié. Donc c'est super agréable. Et puis sinon, si on reste sur la partie perso, qui est un petit peu plus la partie pro, qui est un peu plus le sujet du soir, j'ai fait grosso modo, allez, on va dire maintenant un tiers de ma carrière pro en automobile et puis quasiment les 2 tiers en pharma ces dernières années. Et puis toujours avec une connotation amélioration continue. Alors dans l'automobile, ça a différents noms, dans la pharma aussi. Mais de manière assez rapide, c'est le fil conducteur, c'est l'amélioration continue, quoi. Intéressant. Du coup, c'est une excellente transition. Donc, venant de l'automobile, quel parallèle ou différence majeure tu pourrais faire entre les deux industries ? Il y a déjà une notion de maturité qui est complètement différente. Donc l'histoire faisant évoluer les choses, il y a quand même une histoire de l'automobile qui est un peu plus longue, et il y a une concurrence qui s'est fortement accrue avec le temps, donc une pression des prix qui peut se ressentir maintenant beaucoup plus, par exemple, dans ce qu'on appelle tout ce qui est CHC, Consumer Healthcare, donc tout ce qu'on trouve en parapharmacie, par exemple. Ouais. Qu'on retrouvera pas forcément dans l'industrie pharma, qu'on va pas retrouver à ce niveau-là sur de la médecine de spécialité ou du vaccin, quoi. Oui, de base, t'as pas trop de concurrence. La grosse différence, elle est vraiment sur la pression des prix et la pression du temps aussi. Le temps dans l'automobile, les stocks coûtent, la valorisation des stocks est terrible, et la marge étant bien moindre que dans une bonne partie de l'industrie pharma. Raccourcir le temps, c'est raccourcir les stocks, c'est raccourcir les prix, quoi. Donc voilà, c'est les deux grosses différences pour moi. Et en même temps, clairement, je pense que la notion de temps est vraiment différente. Et c'est vrai qu'on voit des temps de cycle dans l'industrie pharmaceutique qui peuvent être longs, des choses comme ça. Et en même temps, est-ce que c'est pas plus compliqué, j'en sais rien, là je te pose vraiment la question, de réduire les temps dans l'industrie pharmaceutique, ou est-ce que c'est qu'on se met des blocages liés à des croyances purement issues de notre secteur, parce que voilà, moi c'est vrai que pour moi les deux industries sont quand même assez différentes, et je me demande, parce que j'ai jamais mis les pieds dans l'industrie automobile, si ce qu'on fait dans l'automobile est vraiment applicable dans la pharma, quoi. Je dirais que in fine, il suffit de regarder. Il y en a un qui incarne bien un peu ce que cherche à faire l'industrie pharma. C'est, si on peut citer les marques, hein, mais si je peux en citer une, je citerai Volvo.
Ouais. Si on regarde la volonté Volvo, je crois que c'était en 2015 ou en 2016, ils annonçaient qu'en 2020, il y aurait plus aucun mort dans une voiture neuve achetée en 2020. D'accord. Et cette ambition, ils sont en train d'y arriver. Et les 3 seuls derniers freins qui leur restent, c'est ces 3 facteurs qui dépendent pas d'eux. Qui D'accord. dépendent de ceux qui prennent de l'alcool, de ceux qui prennent de la drogue, de ceux qui roulent trop vite, et puis de ceux qui s'endorment. Mhm. Et en fait, même là-dessus, ils se disent que même sur ces aspects-là, ils sont en train de faire quelque chose. Là, ça y est, c'est paru. Là, toutes les nouvelles Volvo qui vont sortir, elles pourront plus aller jusqu'à 250 km/h comme c'était le cas et on pouvait se faire plaisir sur les autoroutes allemandes. Elles seront bridées à 180 km/h. Alors, ça reste beaucoup plus que 130, mais entre 250 et Ouais. 180, Mm. ça peut déjà éviter beaucoup de choses. Ils sont hyper pointus sur tout ce qui est capteur et fonctionnement, on va dire, semi-automatique de la voiture. Je pense que la voiture autonome, elle est déjà en route. C'est juste que voilà, il va falloir un petit peu de temps avant qu'elle puisse aller partout. Et puis après, on se heurte on pourrait dire à la liberté individuelle. Ouais. À partir de quel moment l'homme est prêt à accepter, par exemple, que sa voiture ne démarre pas s'il a bu de l'alcool. C'est là où en fait ils vont peut-être être à la limite de ce qu'ils peuvent faire et c'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup sur maintenant ils sont beaucoup axés sur des super airbags, des super capteurs pour que la voiture elle anticipe tout quoi. Ouais, c'est pas parce qu'on peut que ça doit, quoi. Donc, c'est plutôt la possibilité de pouvoir démarrer la voiture si on a bu, qu'on pourrait ne pas acheter cette voiture et du coup, ça leur plaît pas forcément, c'est ça? Ah non, je pense pas que c'est le côté on n'achète pas parce qu'aujourd'hui faire le choix de brider à 180 km/h une voiture, ils savent très bien que il y a tout un pan de consommateurs qui n'achètera plus Volvo à cause de ça. Maintenant, ceux qui achètent Volvo, ils vont acheter Volvo par conviction et parce que Ouais. ils n'ont pas envie de prendre le risque qu'il leur arrive quoi que ce soit. Mais c'est énorme parce que du coup, ils vont pouvoir redisperser de l'argent qu'ils mettaient à fond dans la performance de la vitesse à la sécurité, le confort et d'autres trucs comme ça, non? C'est exactement ça, tout à fait. Mais du coup, parce que ça, c'est intéressant, Volvo et dans l'industrie automobile, tu as des produits, tu as de la concurrence, tu as des gens qui vont choisir les produits qu'ils veulent acheter. Donc Volvo, ce qu'ils ont fait là, c'est un positionnement de niche. Ils ont choisi de se mettre sur une niche au sens large, hein, mais la niche des gens qui sont plus intéressés par la sécurité que par la vitesse, par exemple. Oui. Et dans la pharma, alors si on met de côté tout ce qui est cosmétique, etc., quand tu as besoin d'un médicament pour te soigner, quelque part, tu vois, les industriels de la pharma, ils vont pas ils peuvent pas se dire tiens, je vais me focaliser sur telle niche parce que eux, ils auront telle conviction. Les gens qui vont prendre les produits de la pharma, bah, quelque part, ils ont entre guillemets pas vraiment le choix, quoi. Mais en fait, le parallèle que je fais, c'est la notion de protection du patient. Mhm. Alors là, c'est protection du conducteur. Ouais. Moi, le parallèle que je vois, c'est la protection du patient à la fin. Alors que ce soit, si on prend à l'intérieur d'un site de production les rôles de l'AQ ou même du CQ qui contrôle le produit ou même de la personne l'opérateur qui va produire. Mais tout comme le rôle de l'inspecteur qui est à l'autre bout et qui vient nous voir tous les 2 ans, la seule ambition à la fin, in fine, c'est que rien n'arrive au patient à cause du médicament. De la même manière que rien n'arrive au conducteur ou à sa famille qui est à l'intérieur à cause de la voiture. Et c'est là où je vois un énorme parallèle entre les deux. Par contre, la manière dont c'est opéré de chaque côté, euh, c'est complètement différent. Complètement différent. Et l'approche, je trouve, est très différente aussi. Bah, dans Volvo, c'est un choix. C'est-à-dire que là, ils sont positionnés sur ce choix-là, tandis que dans l'industrie pharmaceutique, la sécurité du patient, c'est un peu intrinsèque à l'industrie. C'est-à-dire que la raison de vivre de chacun, Enfin, normalement. alors je suis pas tout à fait d'accord parce que ça c'est la vision avec tes convictions, mais je pense que quand tu vas sur beaucoup de sites, c'est même presque vécu comme une contrainte plus qu'un choix en tout cas. Enfin, c'est pas une contrainte dans le sens oh là là, mais c'est imposé quoi. Après, le médicament, c'est pas un produit comme les autres. C'est-à-dire que contrairement à la voiture, tu peux pas l'essayer pour l'adopter. C'est-à-dire que tu le prends parce que tu en as besoin
et tu fais confiance aux fabricants et à l'État français, enfin à l'État qui supervise le laboratoire, pour être sûr que le médicament sera efficace, tu le prendras en toute sécurité et de qualité requise, quoi. Et du coup, dans l'automobile, Jonathan, comment ils font du coup pour atteindre cette... Enfin, je sais pas si tu sais comment fait précisément Volvo, mais comment ils arrivent à mettre en place cette stratégie? Comment ils arrivent? Parce que du coup, voilà, ce que tu disais, c'est qu'ils sont en train d'obtenir des résultats et plutôt bons. Comment ils font et quelle est la différence avec l'industrie pharmaceutique, justement? Parce que je pense que ok, dans l'industrie pharmaceutique, je pense je suis pas sûr qu'on s'y prenne de la bonne manière, même si au final, peut-être qu'on y arrive, je suis pas sûr qu'on s'y prenne forcément de la bonne manière. Je sais pas si, voilà, si l'une est meilleure que l'autre. Je pense que le risque est quand même plus grand si on a un médicament en intraveineuse qui va pas. Je pense que le risque est direct, ce qui est pas forcément le cas de si mon airbag il démarre à moitié, quoi, admettons. Ou si j'ai que le côté droit qui s'ouvre et pas le côté gauche si je prends les airbags latéraux. Donc on n'est pas sur la même notion de risque en cas de défaillance, j'ai envie de dire. Après, comment ils s'y prennent, de ce que j'en ai vu, hein, surtout quand j'ai pu faire des démarrages de voitures, l'équivalent de ce qu'on peut appeler dans la pharma les études de clinique de phase 1, 2, 3, eh ben il y a un peu le même principe sur tous des tests qui sont réalisés sur les véhicules, que ce soit des tests en roulage ou des tests de tir airbag, etc., des modifications de pièces qu'on va réaliser pour avoir un meilleur déploiement d'airbag ou un déploiement d'airbag en tout cas plus rapide pour qu'en fait être sûr que l'airbag soit bien sorti au moment où le conducteur ou les passagers, hein, peu importe, arrivent sur l'airbag. C'est beaucoup des tests. Alors au départ, c'est des dessins de la même manière qu'on pourrait faire des études R&D. Mais après, quand on rentre dans ces phases cliniques, bah, dans l'automobile, c'est pareil. On rentre sur des tests et on s'assure d'améliorer et avant d'avoir quelque chose que quand on commercialise, il fonctionne assurément. Et d'ailleurs, quand quand vous avez alors ça c'est un truc qui est un petit peu moins connu, mais quand on prend les résultats qu'on appelle Euro NCAP par exemple, qui sont plus connus en Europe sur la sécurité des voitures, c'est basé sur les prévisions de vente en fonction du type de véhicule qu'on va avoir. Par exemple, si vous avez un toit ouvrant, pas de toit ouvrant ou une décapotable, si celle qui se vend le plus c'est la voiture qui est sans toit ouvrant, eh ben c'est sur celle-là qu'on va faire énormément de tests et elle aura l'approbation des autorités, un peu comme on peut avoir les autorités de santé, d'un certain niveau de sûreté sur le véhicule. Et il y a toute une batterie de tests, il y a énormément de points. C'est pour ça que par exemple, si vous baissez votre pare-soleil, vous avez souvent l'étiquette attention. Vérifier s'il y a un enfant, que l'airbag il soit déclenché, enfin qu'il soit pas enclenché, des choses comme ça. Tout ça, c'est des éléments qui y contribuent, quoi. D'accord. Donc il y a quand même un parallèle en termes de design et alors là c'est de construction, on va dire, ce qui pourrait s'apparenter à la création d'un nouveau médicament. Après, j'ai été plus moi sur le côté production, donc production, ligne de fabrication d'éléments qui rentrent dans un véhicule, et donc derrière les lignes d'assemblage, tout comme dans l'industrie pharma, plus dans des sites de prod, quoi. D'accord. Et du coup, je voulais savoir, quand on fait de la production dans l'industrie automobile, etc., par rapport à l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'on est autant, on pourrait dire, bloqué par la qualité et la gestion des changements, par la traçabilité, que dans l'industrie pharmaceutique alors? On est bloqué, je pense qu'on n'est pas bloqué. D'un côté comme de l'autre, je pense que ça dépend plus des personnes que des process. Maintenant, les process dans la pharma sont plus rigides, c'est certain. D'accord. Ils sont largement plus rigides. Et ils demandent beaucoup plus de vérification, même si quelquefois on demande juste un papier, ça laisse à désirer, hein. On connaît tous l'inox 316L par exemple. Voilà, moi j'ai déjà eu un fournisseur de pièces en inox 316L. Pendant 2 ans, j'ai eu exactement le même certificat de coulée de matière. Il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi que ce soit. Bah, concrètement, faut pas se voiler la face, hein. Une fois qu'on a mis le document à l'intérieur du change, que ce soit en change papier quand j'avais commencé ou maintenant c'est électronique, on a mis l'annexe. Celui qui est à l'autre bout,
il fait attention à rien. Il y a que moi parce que je le vois à chaque fois quand je le reçois, quoi. Ouais. Donc c'est là où voilà, je pense que c'est plus. Par contre, à partir du moment où on touche à où on peut avoir un impact potentiel sur voilà ce qu'on appelle SQIPP, donc tout ce qui est éléments critiques, on va dire liés au produit, donc un impact potentiel qui soit compliance ou qui soit pour le patient, qualité. Voilà, c'est clair qu'on est beaucoup plus contraint dans l'industrie pharma que dans l'industrie automobile. Est-ce que c'est une bonne chose? Question ouverte, hein. Je pense qu'en fait aujourd'hui, j'ai 2 enfants, je vous ai dit, j'ai 2 filles. Je me suis pas posé une seule fois la question est-ce que je les vaccinais ou non, et je leur ai fait faire tous les vaccins qui étaient disponibles en France. Ouais. Même ceux qui n'étaient pas obligatoires. Et pour une raison simple, c'est que pour avoir été dans l'industrie pharma et dans les vaccins, du coup, j'ai une confiance aveugle envers la qualité du produit qu'on a pu fabriquer. Et d'ailleurs, j'ai tellement confiance que je sais qu'il y a des vaccins qu'ont eu mes filles qui sont passés par ma ligne de prod sur laquelle j'étais responsable. J'ai pas été voir avec le numéro de lot l'historique de tous les écarts qu'il y a eu du bulk jusqu'au pack. Ouais, bah oui. Et pourtant, mais justement parce que j'ai confiance et parce que je peux vous citer quelque chose. Enfin, ma directrice de site de l'époque, elle m'a dit une chose. Elle m'a dit Jonathan, quand tu as un écart ou une déviation, là, s'il y a bien une question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu vaccinerais tes enfants ou ton frère avec ce vaccin-là? Si ta réponse n'est pas oui de manière sûre, ne clôture pas ta déviation. Fais-toi aider, ça veut dire qu'il manque des éléments à l'intérieur. Et donc, quand on a des échanges de ce type-là, il y a une croyance et une confiance aveugle dans l'industriel qui produit ça. Et c'est ça qui fait que je pense que, et puis il y a quand même un certain historique et des choses pas trop folichonnes qui ont été faits pour qu'on arrive dans la sécurité dans laquelle on produit nos vaccins maintenant en France. Qui font que, bah oui, je comprends aussi que, et c'est là qu'on a le côté histoire, je pense, qui est différent et qui joue. C'est que, bah voilà, on a besoin de faire ceinture, bretelles, édredons, etc., quoi. Bah justement, ça c'est un point super intéressant. Tu parlais de l'inspecteur tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses du rôle de l'inspecteur par rapport à justement cette politique de ceinture, bretelle, parachute? Et édredon, j'aime bien. Ouais, parce que... Je savais qu'il en manquait un, Michel. De ce que j'en ai vu, alors après ça dépend c'est inspecteur dépendant déjà de manière claire et nette. Hein, si vous tombez sur quelqu'un qui a un passif en immuno, il va passer la moitié de l'inspection dans les labos sécu. Si vous en avez un qui a un passif en qualité système, il va passer son temps à regarder vos SOP. Donc de 1, c'est déjà inspecteur dépendant. Ensuite, c'est culture dépendant. Clairement, quand il y a un inspecteur japonais qui vient, à partir du moment où sur une ligne de conditionnement, par exemple, vous n'avez pas les surmanches et les gants sur votre ligne, la charlotte, le masque, etc., alors que vous faites juste du pack, hein, il y a aucun contact avec le produit, etc., ça marche pas. Parce qu'un japonais, il part du principe que si on sait pas faire beau, on sait pas faire bon. Donc il y a un aspect culturel qui rentre là-dedans. Après, ce qui est assez, ce que j'ai retrouvé de manière assez homogène, quel que soit l'inspecteur, c'est la notion de d'écrire ce qu'on fait. À partir du moment où c'est décrit, et bien décrit, ils partent avec un certain niveau de confiance. D'accord. Ça, c'est très différent de l'état d'esprit dans l'automobile. Dans l'automobile, on part parce que c'est pareil, hein, faut pas se leurrer, il y a aussi des inspections, il y a aussi des audits de vos clients qui viennent chez vous. Ils partent du principe que tout ce qu'on a écrit, c'est que du pipeau.
C'est complètement différent avec l'industrie pharma. Et donc en fait, la première chose qu'ils veulent voir, c'est qu'ils veulent voir leur pièce se faire produire et ils vont rester, si on est en 3-8, ils vont faire les 3-8. Ah ouais, Wow. je trouve ça trop bien. Donc en fait, c'est quelque chose qui est complètement différent dans la manière de faire. C'est énorme. Moi, j'ai bossé par exemple en équipementier pour Toyota. Par exemple, quand on a démarré avec eux, on avait un gars qui était payé par Toyota, qui était chez nous 3 jours par semaine, pour nous aider à faire en sorte qu'on fasse bon du premier coup et qu'on n'ait aucun défaut qui arrive chez eux. Parce que peu importe le prix qu'on allait payer pour qu'on allait devoir leur rembourser si on arrêtait leur ligne, eux, c'est pas ça qu'ils ont besoin. Je répète, on revient sur l'historique de départ, flux tendu, un minimum de stock, un maximum de satisfaction client. Donc en fait, à partir du moment où le fournisseur fait bien, eux, ils font forcément bien, et donc forcément, le client est content, et si le client est content, il en parle et il rachète. C'est énorme. Et il y a quelques années, quand c'était un peu c'est là où j'ai quitté l'automobile, juste après la crise Lehman Brothers, etc., Toyota avait suffisamment de cash en sortant de la crise pour acheter PSA. Ah ouais. En cash, hein. J'ai pas dit en crédit. J'ai pas dit de capacité de créance. J'ai dit en cash. Et voilà. Et ça aussi, c'est assez différent, quoi. Mais c'est vrai que, alors pour le coup, moi je savais pas que ça se passait comme ça, les audits ou les inspections dans l'automobile. Et je trouve ça vraiment très bien. Et c'est vrai que on va pas dire que ce qui est écrit, ce qu'on fait dans la pharma qu'on décrit, c'est du pipeau. C'est pas parce qu'on veut faire du pipeau, mais objectivement, on va pas se mentir. Quand on arrive sur un site, quand on regarde les procédures qui nous disent qu'est-ce qu'on fait, et quand on voit ce qu'on fait réellement, il y a des écarts. Et je suis persuadé que l'inspecteur, il peut pas les voir s'il va pas passer du temps sur le terrain, quoi. D'ailleurs, ça se passe. Enfin, quand toi tu fais un audit, c'est quand même tu vas sur le terrain un coup, puis tu trouves les 3-4 trucs qui vont pas sur le terrain, et puis après tu vas voir comment c'est décrit, et puis tu remontes le fil jusqu'à temps que tu trouves. Enfin, moi je trouve ça hyper compliqué de faire l'inverse, quoi. Bah ouais, complètement. Ah, c'est intéressant. Et alors moi j'ai une question par rapport à l'automobile et la pharma, parce que bon, j'ai des croyances par rapport à tout ça. Alors, ceux qui ont écouté les épisodes précédents ils m'ont déjà entendu parler de ça, mais j'ai eu affaire à des gens qui venaient de l'automobile dans la pharma et qui arrivaient pour déployer de l'amélioration sur le terrain et un peu tout azimut. Et on allait essayer de chercher des pouillèmes de minutes dans le process, dans la production du lot, alors que en vrai le goulot n'était pas forcément là. Et ça, c'est un truc moi qui m'a un peu gêné et qui m'a quelque part donné une pas très bonne image pas de l'industrie automobile, mais du fait de dire on va reprendre ce que fait l'automobile pour le mettre à la pharma. Ça m'a donné une mauvaise image et je pense que c'est une mauvaise croyance. Et du coup, je serais assez intéressé d'avoir, Jonathan, ta vision par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dans l'industrie pharmaceutique utiliser de l'automobile pour s'améliorer, pour en termes de benchmark inter-industrie, quoi. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut, c'est l'état d'esprit en fait qui est important. C'est-à-dire que on se doit d'aller chercher la performance à chaque fois qu'on la voit. Parce qu'il y a quand même une notion il y a quand même quelque chose qu'on voit très peu en France. Hein, et j'essaye de le partager avec toutes les personnes avec qui je discute sur le site où je suis ou le site où j'étais avant. Il y a une notion qu'on n'a pas en France, c'est la valeur de la santé. On a la chance d'avoir la sécurité sociale. Maintenant, les entreprises doivent mettre en place une mutuelle. Ceux qui ont rien, et c'est pour ça que des étrangers viennent chez nous parce qu'ils peuvent pas se soigner chez eux. Ils ont la CMU et même chez nous, il y en a qui ont bénéficié de la CMU. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a perdu la notion la valeur de la santé. Combien ça coûte en fait? Quel est le prix de notre bonne santé? Ou même de notre santé tout court, d'éviter qu'elle se dégrade. On n'a aucune notion de ça.
C'est pas qu'on l'a perdu. Je pense qu'on n'a aucune notion liée à l'environnement dans lequel on est et on a la chance de vivre en France. Faut juste se dire que, grosso modo, 95% de la population mondiale n'a pas notre chance. Ouais. En commençant par de l'autre côté de l'Atlantique, où soit tu as de l'argent, tu soignes, tu n'as rien, tu meurs. Ouais. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin de ça. Mais même sans aller chercher cet extrême-là, dans la majeure partie des pays asiatiques et dans une bonne partie du continent africain, la santé est extrêmement chère par rapport au niveau de revenu des personnes. Et il n'y a pas des systèmes de santé comme on peut avoir chez nous. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que tous les médicaments qu'on a nous tous, et quelquefois on en stocke un peu, je te demande 3 boîtes en plus, c'est pas grave, j'aurai du stock. Tout ça, ça a un coût et la plupart des gens ne peuvent pas se le payer. Et ne peuvent pas se le payer dans la plupart des pays du monde parce que nos médicaments sont trop chers. Et ils sont trop chers parce qu'on est une industrie, clairement, qui vit très richement. Moi, quand je suis arrivé dans mon premier site pharma, au bout de la première journée, quand j'ai quitté le soir, je me suis dit, mais ici, je bouge une pierre, j'ai 100 KE en dessous, quoi. Non, mais je vous garantis que c'est exactement ce que je me suis dit. À la fin de ma première journée, j'ai dit, je bouge une pierre, j'ai 100 KE en dessous. Ouais. Et quand on m'a demandé mon feedback à la première réunion de service que j'ai faite, à laquelle j'ai participé, on m'a dit, Jonathan, voilà, ça fait quasi une semaine que tu es là, qu'est-ce que tu en penses ? Et ben, ce que j'ai dit, et d'ailleurs ça n'a pas plu à certains de mes collègues, de mes nouveaux collègues, j'ai dit, mais enfin, c'est vraiment une entreprise de riches, hein. On peut faire tout ce qu'on veut ici. J'ai eu beau en faire 2 autres et puis aller sur d'autres sites. En fait, c'est quasiment pareil partout. Alors, c'était le vaccin. Je pense que clairement, celui qui fabrique des dentifrices, il vit pas du tout la même chose que peut vivre celui qui produit des vaccins ou celui qui fait de la médecine de spécialité. Mais il y a quand même une marge, des belles marges. Et en fait, au-delà du fait de dire, je pense qu'on a une mission qui est de rendre accessibles tous ces médicaments partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à la performance industrielle au sens large de l'industrie pharma. Ouais, complètement. Alors, du coup, ça m'évoque plein de trucs, mais j'ai d'abord une remarque. Du coup, quand tu dis, il faut prendre la performance quand on la voit. Mais vu que toi, tu es éduqué justement à voir la performance dans le process, bah c'est justement, tu vas directement te diriger vers le process. Tandis que, du coup, tu vois pas forcément tout le système qualité enfin, tu le vois, tu le connais. Mais je veux dire, la performance du système qualité qui est derrière, t'as pas été aiguisé directement à voir que là, oh, punaise, là, on pourrait gagner, pareil, comme tu dis, 100 KE là-dessus, facile, quoi. Oh bah, tu sais, quand je vois que sur les sites, en moyenne, tu as 100 SOP à lire par individu, c'est la moyenne. T'es un peu éduqué à ça. Non, mais en moyenne, tu en as à peu près une centaine. Tu comptes que ça te coûte à peu près, tu fais une modification par an, à peu près, parce que en fait, tu n'arrives jamais à la date d'expiration des 3 ans. En général, tu fais pas ton année sans avoir changé ta SOP. Qu'elle te coûte en moyenne 8 heures de travail cumulé, entre celui qui définit ce qu'on va mettre dedans, je la modifie, je la fais passer, je la fais signer à droite et à gauche, je l'envoie, je compte même pas la prise de connaissance. Juste la modification de la SOP. Tu prends ça et que tu en as 100 par personne, je te laisse faire un calcul rapide de la productivité que tu pourras aller chercher, quoi. Tu t'écouteras notre épisode 3, c'est exactement ça, tu as totalement raison. Mais... Non, mais c'est super que tu parles de ça, parce qu'effectivement, oui. Après, moi je connais bien Jonathan et je sais qu'il a cette, comme Paul-Adrien, tu sais pas, mais cette vision de la performance aussi dans les process qualité. Mais du coup, moi, je rebondis là-dessus. Quelqu'un de l'amélioration continue, il peut l'avoir en tête, clairement. Mais est-ce que les personnes qui font vivre le système qualité l'ont, cette vision de la performance de la qualité? Moi, je rebondis un peu sur ce que tu disais, Jonathan. Je pense qu'il y a beaucoup, justement, des cailloux où tu trouves 100 KE qu'on peut aller chercher
dans des process qui manquent un peu d'efficacité. Et ça libérerait aussi beaucoup de charges sur les épaules des gens et de stress, etc., quoi. Mais je pense qu'en fait, en tout cas, je vais parler côté industriel, enfin côté site de prod, parce que je peux pas parler de, je sais pas moi, tout le suivi médical ou affaires médicales, tous ces aspects-là, je les connais pas du tout, donc je peux pas en parler. Je vais rester vraiment sur le côté site industriel. Je pense que les gens qui font, si on prend par exemple que ce soit ceux qui traitent des déviations, des CAPA, des changes, etc., je pense qu'ils ont tout à fait conscience de ça. Maintenant, est-ce qu'ils ont la volonté de faire? Je pense au fond de oui. L'envie de le faire, c'est encore autre chose. Et la capacité aussi de le faire. Alors, la pas capacité, en termes de compétences forcément, mais savoir comment faire pour rendre les choses plus efficaces, etc. Et avoir le temps pour le faire, quoi. Alors, savoir comment faire, je suis persuadé que oui, parce qu'il n'y a personne de mieux placé que celui qui fait qui va pouvoir améliorer le truc. C'est un peu les remarques de Frédéric, là, si on prend le podcast côté prod, là, le dernier que j'avais suivi. Après, le temps, c'est un choix. Ah, ça, j'aime bien ça. Donc, en fait, on a toujours le choix de comment on use son temps. Je suis persuadé que dans une équipe de 6, si il y a une bonne cohésion d'équipe, alors c'est aussi lié aux individus de l'équipe et son management, mais s'il y a une bonne cohésion d'équipe, je pense qu'il n'y a aucun souci pour que 1 jour par semaine, voire 2, les 5 autres laissent le 6e faire de l'amélioration continue. Et je suis persuadé que ça, c'est transparent en termes de livrables par l'équipe à la fin de la semaine. Complètement, je suis d'accord. Et au-delà de ça, tu génères un cercle qui est plutôt vertueux. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais une petite amélioration, ne serait-ce que te faire gagner 15 minutes à chaque personne de l'équipe, à la fin de la semaine, si tu fais un truc par semaine, bah, tu gagnes, allez, on va faire simple, on va dire, je gagne 1 heure par semaine au niveau de l'équipe. Au bout de 10 semaines, tu as gagné 10 heures, ça commence à faire, quoi. Ouais. Donc je pense pas que ce soit une question de temps. Par contre, pour faire écho au SOP, la rigidité et plutôt le côté résistance ancrée, parce qu'en fait, je pense qu'en fait, il y a une limite, mais qui est plus profonde que l'envie ou la capacité de faire. Je pense que c'est ancré plus profondément que ça. Et je pense, pour revenir sur les inspecteurs, leur attitude engendre ce phénomène de non-prise de risque ou de limitation de prise de risque au niveau des individus ou au niveau des équipes, par crainte de représailles dans le cas où l'inspecteur tomberait dessus. Ouais. Ou l'audit GQO que tout le monde connaît, qui a lieu tous les ans. Je pense que il y a vraiment une crainte profonde qui est fortement limitante dans le fait de passer à l'action. Ouais, c'est le biais d'autorité. Mais ouais, complètement. Moi, je te rejoins, clairement. Et on le sent. Moi, c'est un point qui m'interroge beaucoup. Je me renseigne beaucoup là-dessus. Comment gérer c'est une question de peur, en fait. La peur de l'inspection, la peur de l'inspecteur, quoi. Et cette peur, elle paralyse. Et une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? En plus, les gens savent ce qui plaît à l'inspecteur, donc ils le refont en continu, ils font toujours la même chose, et du coup... en fait, c'est ça. À partir du moment où on dit que la porte d'entrée, c'est la SOP, qu'une SOP bien faite, elle donne bien décrite et bien faite, elle donne confiance, bah forcément, la porte d'entrée, elle rentre sur la SOP. Ouais, mais... et quand on regarde les sites qui veulent réduire, qui parlent de Human Error Prevention, qu'est-ce qu'ils font? Ils basculent de Manpower dans le 5e à méthode, et puis je fais de la doc. Ouais, et encore, est-ce qu'une SOP bien faite pour les inspecteurs réussit à faire le job pour les utilisateurs, et inversement, est-ce qu'une SOP bien faite pour les utilisateurs réussit à convaincre les inspecteurs? Moi, je pense que l'un est vrai, l'autre non. Est-ce que vous êtes en train de dire que les méthodes d'inspection sont pas en adéquation avec avec ce qu'il faut faire?
Ça manque, à mon avis. Après, c'est facile à dire parce que je suis ni inspecteur, ni au contact des inspecteurs tous les jours, mais de ce que je ressens, moi en tout cas, de ce que nous disent les clients, j'ai tendance à dire que ça manque un peu de terrain et de concret, de pragmatique. Voilà, après, c'est ma vision. Je sais pas toi, Jonathan, ce que t'en penses. Ben moi, quand j'ai rejoint l'industrie pharma, une des premières règles qu'on m'a partagées, c'est chez nous, on écrit ce qu'on va faire avant de le faire, parce qu'on a démontré que c'était la bonne manière de faire. On fait ce qui est écrit et on écrit ce qu'on a fait. Ouais. Et on vérifie que du coup, ce qu'on a écrit qu'on avait fait est bien en adéquation avec ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Et donc, quand tu pars de ce principe-là, c'est un cercle qui, au départ, est plutôt vertueux, qui est positif, en fait. Oui, parce que du coup, tu anticipes tout risque d'erreur. Tu fais exactement ce que... donc, du coup, si tu suis ça, tu fais sans erreur. Et tu confirmes en écrivant et en justifiant que tu as bien fait, en décrivant ce que tu as écrit, en écrivant ce que tu as fait plutôt, et tu recoupes le tout. Donc en fait, je pense que si tu prends du recul et que tu le regardes de manière globale comme ça paraît hyper cohérent de le faire comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces validations, etc., qu'on fait, quel que soit le sujet. Donc le principe est bon. Maintenant, il ne faut pas qu'on se retrouve enfermé là-dedans en se disant c'est le seul moyen. Et en fait, l'impression que j'ai, c'est que c'est un peu pris comme le seul moyen de. Alors moi je te rejoins et en fait j'ai un souci par rapport à ça, c'est avec cette fameuse je décris ce que je fais dans le sens de comme tu l'as expliqué, c'est que je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, dès qu'on va sur un nouveau site, on sort la procédure, on regarde la procédure, on lit, on dit c'est bien comme ça. Et puis après, on va voir comment font les gens. C'est pas comme ça. Et quand on veut essayer de commencer à dire, on va améliorer, donc on va décrire ce qui se fait réellement. Là, il y a un blocage. Les gens, ils veulent pas décrire ce qu'ils font réellement. Et moi, je pense que si on veut améliorer, que ce soit pour de la performance ou de la qualité, la première étape, c'est d'accepter de regarder ce qui se fait réellement, de le regarder. Et à partir de là, d'essayer d'aller vers ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais d'accepter que, ok, c'est ça qu'on fait. Maintenant, comment on fait pour passer de ce qu'on fait à ce qu'on veut faire ? Oui, ou alors c'est ce qui se cache aussi derrière, en partie derrière ça, c'est la notion de, c'est justement les dépôts de dossiers. C'est qu'en fait, il y a quand même, et puis plus le médicament est ancien, au plus on est dans d'aberration en termes de quantité de description d'éléments. Mais en fait, la limite, c'est quand on commence à dire que quand on touche à quelque chose, on sort en termes de réalisation de pratique, je dis bien. Quand on a une pratique qui est différente de ce qui est décrit, à partir du moment où si on analyse cette pratique, on se rend compte que du coup, elle ne rentre plus dans les critères de validation qui avaient été faits avant. Avant de dire je la réécris comme ça, il faut d'abord que je revalide. Oui. Et si je revalide et que je retrouve quelque chose, qu'est-ce que je fais qui est pas bon? Je dis quoi sur tout ce que j'ai produit? Et c'est là que tu te retrouves avec les trois singes, quoi. Je vois rien, je dis rien, j'entends rien, quoi. Non mais, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Ça veut pas. Et c'est pour ça que, et dans l'automobile, il y a énormément de standards. Enfin, faut pas se voiler la face. Si vous allez faire un jour un tour sur une ligne d'assemblage de Toyota, tout est hyper bien décrit. Et il n'y a pas un gars qui vient sur une ligne d'assemblage Toyota sans qu'il soit passé dans le centre de formation où il va répéter le geste je ne sais combien de fois jusqu'à temps qu'il le fasse dans le bon timing et au bon niveau de qualité. C'est impressionnant. Et donc ça ne veut pas dire forcément que le standard est mauvais. Il faut peut-être d'abord se remettre au standard avant de le changer. Mais tu vois, c'est intéressant là ce que tu viens de dire, parce que moi je suis convaincu qu'à un moment donné en prod, les opérateurs, si on veut qu'ils maîtrisent, il faut répéter le geste, comme tu dis, pour être au bon timing et au bon niveau de qualité. Et comme tu disais tout à l'heure, l'industrie pharmaceutique est quand même globalement, on va pas se cacher, une industrie plutôt riche, et pour autant, on n'investit pas
dans la formation, dans des pratiques comme tu viens de décrire. Moi, je ne connais pas un site, alors il y en a peut-être, hein, mais je ne connais pas un site qui va aller mettre son opérateur pendant une semaine à répéter un geste jusqu'à ce qu'il le maîtrise réellement, quoi. C'est tout de suite, tac, allez hop, t'as une semaine où on t'accompagne avec un mentor, un coach ou quoi, et puis après, hop, c'est parti, tu produis, quoi. Oui, tout à fait. Et ça, ça fait partie des choses qui sont assez. Alors après, je cite l'exemple de Toyota, hein, parce que je cite un peu la Rolls, on va dire, en termes de pratique. Même si après, quand on échange avec des personnes qui sont sur les lignes d'assemblage, c'est pas simple. C'est pas simple de toujours tenir un rythme pareil, etc. Attention. Ouais. Mais par contre, en effet, je te rejoins, on a plutôt tendance à dire, voilà, tu as lu tes SOP, ben, du coup c'est bon, quasi tu peux rentrer en zone, même si tu étais bouché avant, hein. Et puis sans critique, hein, parce qu'en plus j'ai même eu un superviseur qui était, enfin bref. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut la plupart du temps, peu de temps, avant de potentiellement faire quelque chose qui va pas directement avec un impact sur le produit, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que, enfin, le problème, non. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est fait par la supervision de cette activité d'un nouveau est souvent fait par un tuteur qui lui-même n'a pas forcément la connaissance des risques inhérents à l'activité qu'il est en train de faire sur le produit. Ouais. Et de tout ce qui a été fait en amont en termes de validation pour déterminer tous ces critères et tous les paramètres requis pour pouvoir le faire de cette manière-là. Ouais, mais ça c'est clair, hein. On le voit et on voit, enfin, c'est triste à dire, hein, mais un peu de déperdition au fur et à mesure des années quand même, et ça c'est dommage, quoi. Le maintien de la connaissance, de la maîtrise du geste, c'est très compliqué. Mais c'est là où en fait je pense que on est dans une, on entend beaucoup parler de Factory 4.0, de digitalisation, etc. C'est là où je pense en fait on va pouvoir raccrocher les wagons grâce à la digitalisation. Quand je vois tout ce qui est en train de se faire dans l'industrie au sens large, on va pouvoir récupérer tout ça. On va pouvoir lier cette chaîne où quand il faut 20 ans pour sortir un vaccin, c'est impossible. Enfin, la personne qui va produire le vaccin, elle est tellement loin en termes de temps, hein, d'espace-temps, c'est quand même pas du tout le même timing que quand tout ça, ça a été développé, parce qu'il a fallu tellement de temps avant que ça puisse arriver sur des lignes de remplissage ou des fabrications de bulk, qui fait qu'il y a une déperdition naturelle liée au temps. Et pour moi, seul un des éléments qui va pouvoir comprimer ce temps-là et limiter les pertes, ça va être justement le digital et le traitement de ces données et la mise à disposition à travers des applications comme on a tous à travers nos téléphones qui sont hyper user-friendly, comme on dit, qui vont te permettre de donner accès à ce savoir-là de manière simple et intelligible. Aujourd'hui, c'est pas les kyriels de documents et des classeurs, etc., qui peuvent le fournir. Mais vraiment, le digital, je pense que ça va clairement pouvoir faire ce pont temporel entre toutes les phases de développement en amont, là où il y a vraiment la connaissance produit, et la production des principes actifs, etc., quoi. Bah alors, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que moi c'est ce que je me disais en vous écoutant quand même parler là depuis quelques minutes, c'est qu'il y a quand même une différence majeure entre les médicaments et les voitures. C'est-à-dire que les voitures, c'est globalement toutes les mêmes, elles sont en métal et en plastique. C'est la science du matériel, elle est quand même bien connue, bien maîtrisée, et puis même les progrès globaux sont bénéfiques à tous. Tandis que sur l'industrie pharmaceutique, on est en face d'une tonnes, enfin de milliers et de milliards, de millions de différentes substances qui chacune ont leurs caractéristiques, leurs propriétés, la façon de les faire, chacune a des conséquences sur le process, etc. Et du coup, ce que je me dis, c'est que la variabilité du produit, est-ce que l'effort de chaque laboratoire pour maîtriser autant que les pièces d'une voiture est pas beaucoup plus important, et c'est peut-être pour ça justement qu'on se laisse pas connaître une partie du process, et au final, on vit avec cette variabilité, on n'arrivera jamais à avoir une reproductibilité aussi importante que l'industrie automobile, et c'est comme ça. Après, peut-être que
dans des années avec le digital, les données, le data mining, etc., on pourra avoir une reproductibilité encore si on maîtrise tous les fournisseurs de l'ensemble de la chaîne, ce qui est globalement impossible dans l'industrie pharmaceutique, quoi. Donc, moi, je pense que là, on sera toujours en face d'une variabilité, que ça sera impossible de maîtriser tous nos fournisseurs et qu'il faudra vivre avec, quoi. Ouais, enfin c'est impossible, c'est pas un mot que j'ai tendance à employer, hein. Quand on voit ce qui se fait sur la blockchain, je me dis que tout est possible demain. Sur l'énormité de variables qu'il y a dans l'industrie pharma, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, je suis persuadé que demain l'intelligence artificielle pourra nous le faire, chose que l'homme est incapable de faire, quelle que soit sa capacité en Excel. Mais en tout cas, on sera capable de comprendre les mécaniques principales qui génèrent des variabilités. Moi, j'ai eu la chance de bosser avec une équipe R&D en fermentation qui était sur un bête Escherichia coli, hein, qui est quand même un des basiques dans notre domaine, mais qui essayait de comprendre la mécanique de fermentation d'Escherichia coli en fonction du milieu dans lequel tu le faisais pousser. Et il faisait ça avec des labos spécialisés, avec des écoles, etc., pour essayer de reproduire un modèle mathématique qui te permettrait du coup de savoir est-ce que tu cherches du rendement, est-ce que tu cherches la pureté, etc., de reproduire ça suivant un modèle mathématique. Et ils étaient en train de le faire. Alors j'ai pas eu la suite, j'ai pas eu la fin de l'histoire, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que demain ça sera possible et qu'on a déjà aujourd'hui les capacités de pouvoir le faire. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire quand tu vois la variabilité qu'on a rien que sur notre équipement et les personnes qui pilotent les équipements en termes d'action, d'activité? Ça, c'est des choses qui sont dans nos mains et c'est des choses typiquement, si on revient sur le point de départ, enfin un peu sur le parallèle avec l'automobile, et là on fait le lien avec en système qualité avec les change control, il y a des améliorations qui pour moi sont simples, qui me semblent simples, sans forcément de risques, etc. Mais dans le système qualité tel qu'on l'a aujourd'hui, en général, je comprends que certaines personnes soient freinées à faire tout ça, à se dire il faut tout ça pour si peu. Alors qu'une multiplication de si peu, ça pourrait déjà réduire le bruit de fond de variabilité. Ouais, et puis comme tu le disais tout à l'heure aussi, il y a le timing, l'échelle de temps. Aujourd'hui, quand tu vas faire un change control, la personne, quelque part, on vient un peu au jour le jour, se projeter au truc qui va porter des fruits dans 2 ans, c'est compliqué. Et du coup, bah, ça favorise pas non plus, quoi. Ouais, mais en fait, la question, c'est que c'est pas le point de départ pour moi, c'est que c'est pas acceptable de dire qu'il faut 2 ans. On est d'accord. Voilà. Ouais. Je veux dire, si on dit il suffit de regarder ce qui est en train de se faire pour le vaccin contre le coronavirus, enfin le Covid-19. L'industrie du vaccin, elle est en train de se révolutionner et en train de faire des choses incroyables qu'il y a 1 an, tout le monde aurait dit non mais vous rêvez ou quoi de faire des trucs pareils, ça n'existe pas, et tout le monde aurait sauté au plein fond. Et c'est quoi? C'est parce qu'on se retrouve au niveau mondial en face d'un précipice, et donc on arrive à trouver des solutions qui sont incroyables, quoi. Ah, c'est là pas des tout, là. On vend 400 millions de doses d'ici octobre. On va peut-être mettre un petit peu d'argent et d'effort dedans, quoi. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Moi, j'étais sur le côté la prise de risque qui est prise, la façon de faire. J'essaye de me faire mes phases cliniques en parallèle, j'essaye de lancer ma production, mes premiers jets de production, alors que j'ai même pas attaqué mes phases 3, et tant pis, mais j'ai confiance et je prends un niveau de risque qui est plus élevé. En fait, ça, c'est des choses qui étaient pas pensables il y a même 1 an. Et tu prends un niveau de risque qui est plus élevé par rapport à ton référentiel précédent, et qui, en fait, ce niveau de risque que tu prends, c'est pas, enfin, je me trompe peut-être, mais un si grand risque, en fait, en fin de compte, par rapport aux bénéfices que ça peut apporter, quoi. Mais tout à fait. Mais c'est là où justement des petites améliorations, j'ai vraiment, enfin moi le podcast d'avant là avec Frédéric là, j'ai eu plein d'échos en fait de mes 10 dernières années là.
Et je me dis, mais comment est-ce possible que ça soit encore comme ça et qu'ils vivent ça, quoi. Je me dis qu'il y a tellement de choses qui pourraient directement être faites, et c'est pas une question de contrainte de système qualité ou de contrainte de... Non, c'est pas vrai. Bah, clairement, quand je suis arrivé, que j'ai quitté l'automobile, je suis arrivé dans le conditionnement, qu'on m'a demandé de faire un change control, qu'il fallait que je scanne chaque document, écrire annexe 1, et puis que j'allais jusqu'à annexe 26, les photos avant-après, les certificats de matière, je me suis dit, mais vous êtes complètement fou. Et puis après, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, bah, de toute façon, s'il faut le faire, si je veux que ça change, il faut que je suive les règles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi les règles. Bon, ils en avaient marre parce que toutes les semaines, je leur posais des dossiers complets. Mais, mais en fait, le problème, c'est pas la règle. Une fois que la règle est là, tu peux toujours passer du temps à vouloir changer tous les process. Mais en fait, tout le temps où tu essaies de changer les process, tu fais rien changer pour le gars qui est sur le terrain. Ouais. Donc en fait, il faut peut-être se dire, ben, je vais suivre stricto sensu le process, je vais faire plein de petites améliorations parce que ça, c'est largement possible. Du coup, je vais me dégager du temps pour pouvoir traiter des sujets plus gros. Mhm. Et c'est ça c'est ça quand je parlais d'approche et d'état d'esprit de la culture de l'amélioration systématique du tout petit pas que tu fais dans l'automobile tout le temps, parce qu'un centime c'est un centime, hein, et ben ça tu l'as pas dans la pharma. Donc en fait, qu'est-ce que tu cherches en général? C'est des gros changements, c'est vas-y que je vais te chercher 5% de productivité sur le rendement de tel truc, etc. Oui, ça va, ça blinde tous les demandes de Global Filing Plan, etc. Mais par contre, pour concrètement les personnes qui font tous les jours, il y a pas grand-chose. Et du coup, toi, en tant que responsable d'amélioration continue, comment tu fais pour justement mettre en place, systématiser ou ancrer un peu dans la tête des gens cette culture du petit changement qui améliore petit à petit, etc. Est-ce que c'est, enfin, j'imagine que c'est pas évident, mais comment on fait ça? Ce que j'essaye de faire, alors je suis de plus en plus loin du terrain malheureusement, mais ce que j'essaye de faire quand même, c'est que quand on me pose quelque chose qui me semble simple et qu'on me dit que c'est pas possible, je le rends possible. D'accord. Euh, et je pense que le côté, les techniques de coaching sont hyper importantes pour ça. En général, la personne a la solution, c'est juste que elle veut pas la voir, ou alors elle s'est pas posé la bonne question pour voir un petit peu différemment de ce qui est fait d'habitude. Et donc je lui dirais, mais comment tu ferais, quoi? Une des premières questions que je renvoie quand on m'arrive avec un problème, mais qu'est-ce que tu ferais? Ouais. Et puis bah je ferai ça, ok. Et du coup, si tu connais la solution, qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui, en fait? Explique-moi, parce que peut-être que là je peux t'aider. Et puis en fait, on se rend compte que bah non, il y a rien qui réellement empêche de faire. Mais cette prise de conscience que c'est possible, bah, c'est déjà un grand pas. Et quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bah, c'est comme ça que tu changes une culture. Mais on est en train de, on parle quand même d'une culture qui est ancrée depuis un sacré bout de temps, quoi. Ouais, des décennies et des décennies, hein. Ouais. Voilà. Donc en fait, il faut aussi accepter qu'il faut du temps. Mm. Complètement. Et comme on n'est pas pressé par l'argent, et ben en fait, il y a on a le temps. On a le temps. On a le temps. Ouais, Voilà. complètement. Alors, question peut-être un peu difficile pour conclure, parce que ça fait déjà malheureusement 1 heure qu'on parle. Tu as dit que l'objectif de Volvo, c'était de faire 0 accident pour une voiture en 2020. Quel est l'objectif du coup de Jonathan par rapport à l'industrie pharmaceutique? Par rapport à l'industrie pharma, alors j'ai pas l'ambition de révolutionner l'industrie pharma, mais en tout cas, j'ai pour ambition de faire en sorte que là où je travaille, on augmente l'accessibilité des produits des médicaments qu'on fabrique. Ça revient sur mon point de tout à l'heure où en fait, je retournerai pas dans l'automobile alors si j'avais pas le choix, je le ferais. Mais il y a quand même une notion qu'on a la chance d'avoir dans notre industrie, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait à la fin, c'est pour sauver des vies ou améliorer la vie de certaines personnes ou empêcher que certaines personnes tombent malades. C'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les métiers du monde.
Et par contre, c'est quelque chose qui pour nous, bons Français qu'on est, avec toute la chance qu'on a, on est un peu tous on a un peu tous cette chance, hein, quel que soit notre niveau. Dans tous les cas, on a cette chance, c'est cet accès à la santé qu'on se rend même pas compte en fait de ce qu'il y a derrière. Et même quand on y est, qu'on est dans l'industrie pharma en France, en fait, on s'en rend même pas compte parce que de toute façon, quand on va chez le médecin, bon, ok, on paye 1 ou 2 euros, ou quand on va chez le pharmacien, ok, il y a une partie qui est plus remboursée et on râle. Mais en fait, on a quand même un super accès. Donc, moi, ce que j'ambitionne à titre perso, c'est que tout le temps que je passerai dans l'industrie pharma, je veux qu'on investir du temps et faire changer cette culture pour qu'on aille chercher de la performance, pour qu'on puisse donner accès partout dans le monde. Et aussi parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, aussi générer des bénéfices qu'on redonnera aux actionnaires pour la simple et bonne raison que si on fait pas ça, ou si on n'arrive pas à garantir ça, eh ben on n'arrivera pas à financer tous nos recherches et développements, toute la recherche de produits de médicaments qui mettent parfois entre le moment où on commence et le moment où on finit 30 ans. Comme le dernier vaccin que j'avais lancé sur la ligne de prod où j'étais avant. 30 ans. Ouais. Pour financer ça, il faut avoir énormément d'argent à investir en recherche et développement, plus toutes ces phases cliniques. Et pour avoir cet argent, faut pas se leurrer, il faut des actionnaires. Donc en fait, quand je dis aller chercher de la performance, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect, mes médicaments en cours dans l'industrie pharma, je les rends plus accessibles en baissant les prix. Et de l'autre côté, je me permets de financer les médicaments de demain. Ouais, c'est ce que je pensais quand tu disais ça, c'est parce qu'il faut bien choisir ton industrie, parce qu'en général, les médicaments qui ont besoin d'être accessibles à la masse sont pas du tout ceux qu'on va rechercher en ce moment, quoi. Donc effectivement... Ah mais c'est les deux. C'est les deux. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Enfin, je suis bien content que tu aies dit ça sur la fin, parce que ça permet de bien boucler, quoi. Tout à fait. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué aussi, c'est quand même, tu es vraiment attaché à la notion d'aide, parce que tu as quand même parlé pendant quasiment 10 minutes, c'était ça qui t'a pas mal choqué sur le podcast précédent aussi, cette notion d'aide à l'opérateur, d'aide à la personne, tu voulais améliorer leur quotidien, etc. Donc je pense que tu sais, tu as quand même aussi une bonne fibre de améliorer le quotidien des gens purement, aussi. Mais oui, parce que je pars du principe que quand on est bien, on bosse bien et on fait bien. L'homme est bon, donc ça c'est une devise. Mais oui, forcément. Mais pas que forcément que l'opérateur ou l'opérateur de prod, hein. C'est le tech de maintenance, c'est le tech du sécu, c'est le gars qui fait ceux qui font des déviations, c'est tous ceux qui sont là en fait. Et tout le monde a des cailloux dans la chaussure qu'on pourrait être capable d'enlever. Le truc, c'est que voilà, il faut se dire qu'on peut l'enlever. C'est ça, c'est vraiment se dire que c'est possible, quoi. Oui. Ah, c'est une belle conclusion en tout cas, ouais, je trouve que tu as parlé vraiment avec passion de toutes tes convictions, c'était vraiment super intéressant. Alors, est-ce que tu voudrais avoir un mot pour conclure? Quand on se dit que c'est difficile, il faut penser à la mission qu'on a. J'ai pas dit ce qu'on fait, mais la mission, le pourquoi on réalise ça. Et quand on prend en considération le pourquoi on fait ça, quelle que soit notre activité dans l'industrie pharma, quel que soit notre rôle, quel que soit le niveau hiérarchique qu'on a, le pourquoi on est en train de faire ça au sens large, on se rend compte qu'en fait, tout est possible et que voilà, ça vaut le coup de se relever les manches parfois. C'est une belle conclusion, effectivement, vraiment des valeurs intéressantes et super agréables à entendre, quoi. Et c'est cohérent par rapport au reste. C'est ça. Comment tu as aimé cette première expérience dans un podcast? Ah bah c'est super intéressant, c'est une première et puis bon bah j'en ferai peut-être d'autres. Mais non, sympa, en plus c'est assez c'est du direct, on réagit, on vit le truc et non, c'est vraiment vraiment chouette. Merci à tous les deux de d'avoir créé cette opportunité pour moi de faire un premier podcast et puis bah en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vais récupérer mon retard sur les autres podcasts parce que le dernier m'a donné envie d'aller chercher les précédents, donc super. Voilà, merci à vous. C'était vraiment... Merci à toi, Jonathan, vraiment, ça m'a vraiment fait très plaisir que tu participes à un podcast, vraiment, vraiment sympa. Bon alors,
Ah bah comme d'hab, hein, LinkedIn. Bon, principalement LinkedIn, un peu la chaîne YouTube qui est un petit peu à l'arrêt, mais voilà, on a beaucoup de travail. Et puis les podcasts sur toutes les plateformes de podcast. Et voilà, donc à très vite. Parfait, à très vite et puis au revoir tout le monde et à très bientôt pour un nouvel épisode.